Chers compatriotes, chers Congolais, à vous tous qui nous suivez, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National. C'est un plaisir de savoir que Boza est belé pour notre émission Mukula Lelo. Et nous sommes encore là pour notre bête là toujours ma solo Oyo Ezali Kolekanambo Cannabis au Congo et surtout dans la partie est de notre pays. Félix Antoine Tshisekedi a pris la décision. C'était lors du conseil des ministres Yakobaki Sambongo Naba prime Yaba Soda Oyo Bazo Bundana front et il a appelé le gouvernement à assumer paix à soutenir mabota oyo basoda bauti kokufa. En outre, le gouvernement attend mettre tous les moyens pour gagner la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, mobiliser les militaires qui sont sur le front, que ça l'Union s'oppose à paix et zonganambo cannabis au Congo. Je vais prendre un invité au cours de cette émission, mais je vous annonce déjà, dans quelques jours, dans plus ou moins une semaine, voire même 2 semaines, il y a 2 candors de l'Union Sacrée, Bafar, Oboyebi, Bazana Kati. Il y a Présidium et Union Sacrée, 2 vont pouvoir quitter l'Union Sacrée, puisque selon les indiscrétions voulais-je dire, selon le bureau politique Nabango, il y a l'un qui est en train de jouer la carte pour diriger la transition après Félix Tshisekedi, et il y a l'autre qui pense qu'il a été mal servi. Au sein de l'Union Sacrée, il y a des démons. Plus on avance, plus tout le monde a bilongi na bango. Il y a de ceux qui pensent que je vais citer le nom aujourd'hui, beaucoup Zelanano, puisque photo tanga bakomo na bango, air bazo voyager, air wana moko pe aokima ako annoncer officiellement départ de l'Union Sacrée, puisque il y a beaucoup qui pensent que Félix Tshisekedi ne va pas finir cette année. Il y a beaucoup qui pensent que bazo jouer ba carte na bango de survie politique. Tout politicien congolais, c'est un margoulin, c'est un voleur, à l'Okako vivre toujours par rapport à l'intérêt naïe. Et vu que le pouvoir aujourd'hui, avec la guerre qui se pointe à l'est de la République démocratique du Congo, et Belé Bazou Luka, par quel moyen va se retrouver. Je pense que c'est un sujet que je vais revenir avec au cours, il y a émission Okoya, prochaines émissions, nous refondons la page, il y a Bato Balimba qui m'a Union Sacrée, pour Nabako Mana Rébellion, il y a Bato Bazolinga qui m'a Union Sacrée, pour leurs propres intérêts. Alors, comme je vous ai annoncé, chers compatriotes, l'ONU a aussi pris des décisions. L'ONU a sanctionné le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo par ce supplétif de M23. Je vais revenir, ce sont des sujets que je vous donne déjà, puisque lors de notre prochaine émission, je vais revenir sur ça. Toko Timbola Liboulou, ni les capés na Congo Brazzaville. Il y a l'opposition qui appelle le président Denis Sassou Nguesso à démissionner. On va parler de cela dans l'émission, mais pour l'instant, on reçoit M. Gaston, avec qui on va encore un peu Timbola Liboulou sur la personne de Paul Kagame, sur ses effets sur la République démocratique du Congo et pourquoi pas sur notre régional, sur le plan régional, Kagame et ses effets néfastes. Voilà le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Kagame et ses effets néfastes en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vais directement avoir notre invité, M. Gaston, avec qui on va échanger sur ce point-là. Kagame et ses effets néfastes en République démocratique du Congo. Kagame et ses groupes. Kagame reste un assassin en RDC. Monsieur Gaston, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. J'espère que vous vous portez bien. Oui, on se porte bien, on va très bien ici. On a un beau temps. Voilà, on se porte de mieux en mieux. Après la première émission qu'on a pu réaliser ensemble, mais il y a beaucoup de nos internautes, nos téléspectateurs qui ont pensé que vous n'avez pas creusé au fait beaucoup plus, aller plus loin par rapport à la personne de Paul Kagame et de ses effets néfastes en République démocratique du Congo. Voilà la raison pour laquelle on vous a encore convoqué pour ce 1e numéro. La plus grande question que l'opinion se pose, vous êtes aujourd'hui, vous n'habitez pas le Rwanda. Quels sont les effets néfastes que vous avez déjà décelés par rapport à la personne de Paul Kagame ici en République démocratique du Congo et voire même dans la partie est du pays? Écoute, je ne sais pas si j'ai très bien compris la question, mais si vous parlez des effets néfastes en République démocratique du Congo, causés par ce pouvoir criminel de Kigali, il y en a beaucoup, parce que ça fait 30 ans que
ces criminels sont au pouvoir au Rwanda. Et ces criminels ont créé des situations sans précédent, des situations qui n'ont jamais été connues quasiment dans toute l'Afrique depuis la traite négrière. C'est qu'ils ont massacré beaucoup de populations, tant au Rwanda qu'au Congo, mais beaucoup plus quand même au Congo, parce qu'au Congo, on a perdu plus de 12 millions de personnes, et au Rwanda, plus de 3 millions. Donc, les effets néfastes de ces criminels se voient un peu partout au Burundi. Vous savez, Kagame, c'est le seul président encore au pouvoir. Enfin, moi, je ne l'appelle pas président, je l'appelle un criminel au pouvoir, qui a assassiné plus de 4 présidents africains. Les gens l'oublient. Mais il a assassiné, celui qui a assassiné s'il vous plaît, il a assassiné plus de 4 présidents. Est-ce qu'on peut connaître quand même les circonstances et le nom de ces présidents-là et les circonstances? C'est question aussi de rafraîchir la mémoire de ceux qui nous suivent. Écoutez, ce n'est pas compliqué à savoir dans quelles circonstances il les a assassinés. Parce que, vous vous souvenez, le premier président burundais élu démocratiquement a été assassiné par le président Kagame en collaboration avec le président ougandais Yoweri Museveni. C'était en 1993 et à cette époque, Kagame faisait beaucoup de recrutement au Burundi. Des hommes qui devaient aller se battre parce qu'il était encore dans le maquis, dans le nord du Rwanda. Et beaucoup de recrutements se faisaient au Burundi. Et à l'élection du président Melchior Ndadaye, il pensait que donc ces recrutements allaient s'arrêter. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ses escadrons de la mort, dont d'ailleurs James Kabarebe est à la tête. Et sur l'ordre de Kagame et de Museveni, Melchior Ndadaye a été sauvagement assassiné au Burundi. Donc ça, c'était le premier président. Les deux donc, qui ont suivi, c'était le président Habyarimana et Sylvestre Ntaryamira du Burundi. Et c'est Kagame qui a bâti l'avion dans lequel se trouvaient les deux présidents, vous vous souvenez, le 6 avril en 1994. D'ailleurs, beaucoup de gens ont hésité, mais Kagame s'en invente lui-même, disant que dans cet avion, il n'y avait rien de spécial. Et la question lui a été posée d'ailleurs sur une chaîne anglaise, BBC, dans une émission qu'on appelle Hard Talk. Et Kagame, il a répondu qu'il était un rebelle, et qu'il combattait le pouvoir de Habyarimana, et donc il n'était pas chargé de sa sécurité, ce n'était pas son problème. Donc il n'a pas nié que ce n'était pas lui. Et après, il a avoué, ses proches conseillers ont bien dit clairement que c'était Habyarimana qui l'a dit. D'ailleurs, le secrétaire général du FPR, donc le parti de Kagame, qui vit maintenant aux États-Unis, a bien dit que c'était sur l'ordre de Kagame que l'avion avait été abattu. Donc, le monsieur s'appelle Théogène Rudasingwa. Ça, c'est les 3 premiers présidents. Et vous n'êtes pas encore sans savoir que le vieux musée Laurent Désiré Kabila a été assassiné toujours par Kagame et ses hommes. Donc voilà les 4 présidents que je peux citer tout de suite. Mais il a menacé beaucoup d'autres présidents. Vous vous souvenez, il a menacé l'ex-président tanzanien Jakaya Kikwete. Il a dit qu'il l'attendrait dans un coin et qu'il le tuerait un jour. Il a menacé le président burundais. Et dernièrement, il a menacé son excellence Tshisekedi Chilombo. Donc c'est un voyou. Donc les effets néfastes, ou bien le président qui l'a tué, tout est là, mais le dossier sera aussi, je pense, prêt à être ouvert par les instances internationales. Donc, avant de revenir sur ce que vous étiez en train de parler sur les effets néfastes, donc aujourd'hui, on peut, en conclusion, par rapport au décès de ces 4 présidents, comme vous venez à peine de d'élucider, Kagame est un danger pour notre sous-régional. Kagame, c'est un danger, non seulement pour toute la sous-région, la sous-région, ici je veux dire la région du Karak,
Mais c'est un danger pour toute l'Afrique entière, surtout l'Afrique noire. Dernièrement, car le président, le sud-africain, Ramaphosa, avait dit que Kagame devait expliquer pourquoi il avait tiré sur les forces armées sud-africaines qui étaient à Goma, près de l'aéroport. Et Kagame a répondu que ces hommes, donc l'armée sud-africaine, n'avaient rien à faire là-bas. Et que donc, tirer sur ces hommes n'était pas un problème. D'ailleurs, il a continué en précisant qu'il était prêt pour une confrontation entre l'Afrique du Sud et son armée. Donc, vous voyez, il menace jusqu'en Afrique du Sud. En fait, comme je l'ai dit la dernière fois, partout il y a des Bantous. Kagame est prêt à aller massacrer ces gens. Il n'y a pas que la région du Karak, donc c'est quasiment toute l'Afrique noire. Il est prêt à tout pour rester au pouvoir d'abord, pour piller en faveur du colonisateur et surtout exterminer les Africains. Il ne va pas s'arrêter, contrairement à ce que peut-être nos amis du Congo-Brazzaville se disent. Kagame ne va pas s'arrêter au Congo, il est prêt à traverser Congo-Brazzaville, les Togo, tous ces pays. Il est prêt à y aller. Donc, voilà, il est au Mozambique, vous savez, et beaucoup de Mozambiques, vous avez vu la dernière fois les manifestations qui ont eu lieu, et on a tiré sur les Mozambicains. Donc, personne n'est à l'abri. Moi, je pense que la seule solution, c'est de s'en débarrasser une fois pour toutes, pour que l'Afrique respire. Et monsieur le journaliste, si je peux ajouter un petit mot, ce n'est pas en chassant que Kagame que la paix viendra dans la région du Karak. Ils ne font pas oublier que le commandant en chef de Kagame reste Museveni. Donc, il faut que ces deux criminels partent et quittent le pouvoir et surtout soient jugés pour les crimes qu'ils ont commis. Donc, vous confirmez, avant peut-être de parler encore de prendre d'autres sujets, vous confirmez que Kagame travaille toujours en collaboration avec Museveni et ce sont ces deux messieurs-là, les deux présidents rwandais et ougandais qui organisent les crimes en Afrique et il faut s'en débarrasser. Ah oui, c'est les deux. Alors, pourquoi je le dis souvent que c'est les deux? C'est parce que, comme je l'avais dit la dernière fois, Kagame est un officier supérieur de l'armée ougandaise. Il a été formé, il a en Ouganda et formé par l'armée ougandaise. Okay. Il a été mis au pouvoir avec le soutien de Museveni. Et si vous avez bien suivi les déclarations du fils de Museveni, qui traite d'ailleurs Kagame de son oncle, il avait dit qu'ils étaient, donc l'armée rwandaise et donc Kagame et Museveni, ils étaient prêts pour une guerre ils appellent ça une guerre de libération, mais c'est une guerre en fait de colonisation de toute la sous-région et une région qu'ils veulent appeler Empire Hima. Donc, et le fils de Museveni avait bien précisé que celui ou celle qui s'attaquerait au Rwanda, le Rwanda qui est dirigé, je cite, qui est dirigé par son oncle, signifierait s'attaquer à l'Ouganda et que donc ils étaient prêts à s'attaquer à cette personne qui attaquerait le Rwanda. Ici, je peux rappeler que le président, donc, Tshisekedi avait bien précisé que pour que la région ait la paix, il faut absolument se débarrasser de Kagame. Donc, le fils de Museveni n'a pas vu d'un bon œil les déclarations de Tshisekedi. D'ailleurs, il faut savoir que les massacres qui ont été commis au Congo, c'est l'armée rwandaise et l'armée ougandaise qui prétend venir combattre les terroristes de l'ADF, mais derrière, c'est eux qui créent justement cet ADF pour venir avoir l'autorisation d'entrer sur le territoire congolais, évidemment piller et commettre ces meurtres. Et je peux rappeler ici que l'Ouganda a été condamné pour les crimes qu'il a commis en République démocratique du Congo. Donc, il n'y a pas que Kagame, il y a Museveni aussi. Et le fils de Museveni, il ne faut pas négliger les Twitter qu'il n'arrêtait pas de faire quasiment tous les jours. Et c'est un officier de l'Ouganda. Et les autorités ougandaises, ou bien le pouvoir le président Museveni, n'a jamais contredit
les déclarations de son fils. Donc c'est qu'il est d'accord avec ce que son fils dit. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Maintenant, nous allons prendre les effets néfastes. La population a besoin que vous puissiez creuser l'abcès, pousser vraiment entrer en profondeur par rapport à ces dossiers. Quels sont les effets néfastes de Paul Kagame en République démocratique du Congo? Nous commençons d'abord par le Rwanda. Les effets néfastes de Paul Kagame au Rwanda, les effets néfastes de Paul Kagame ici en République démocratique du Congo et les vrais remèdes, puisque s'il faut éliminer physiquement Paul Kagame, ça va demander beaucoup et à l'Afrique et au pays qui va organiser cela, vu les relations extérieures de Paul Kagame. Aujourd'hui, quelle serait la meilleure solution? Donc nous avons besoin que vous puissiez vraiment entrer en profondeur et donner aussi les pistes de solutions, surtout pour la paix dans la partie est de la République. Vous avez la parole, monsieur Gaston. Merci pour cette question. Les effets néfastes de Kagame en République démocratique du Congo. D'abord, je dirais, c'est la pauvreté. Les massacres qu'il commet quasiment tous les jours. Quand je dis pauvreté, c'est qu'en fait, c'est le rendre pauvre, beaucoup plus pauvre, la population qui était riche. Parce que quand une personne quitte ses biens et qu'il n'a plus rien, là où il va, ça veut dire qu'il devient de plus en plus pauvre. Mais ça, c'est supportable. Ce qui est encore plus grave, c'est chercher à exterminer un groupe ethnique, une population. Donc, les effets néfastes se sentent, peut-être pas encore, parce qu'on est en pleine guerre. Ça fait vraiment qu'attaquer la guerre a repris de plus belle. Mais les effets néfastes, c'est vous verrez qu'il y a de moins en moins d'hommes, je dis d'hommes, donc de sexe homme masculin. Il y a de moins en moins de jeunes, parce que beaucoup de jeunes sont massacrés, surtout les jeunes hommes. Et ces effets néfastes vont se sentir à long terme. Et autre chose, c'est l'éducation. Vous verrez que d'ici, ça a déjà commencé, d'ici quelques années, on risque d'avoir une grande partie de la population de l'Est qui est moins formée parce que les gens n'ont pas pu aller à l'école pour se former pour développer cette région. Donc, c'est vraiment rendre la région arriérée par rapport à d'autres régions de la République démocratique du Congo. Ça, c'est quelque chose qui est grave. D'ailleurs, quand on prive une personne ou un groupe ethnique sur base de l'appartenance ethnique ou bien religieuse d'une population, ça peut être une personne ou plusieurs personnes, ça s'appelle un génocide. C'est la simple définition d'un mot génocide. Et donc, c'est ce génocide silencieux qui se fait derrière, qui fait que la population n'est plus en mesure de vivre dignement comme elle devrait être. Ça, je dirais que ça a fait une néfaste, mais qui ne se voit pas tout de suite. Mais ce qui se voit encore directement, c'est exterminer une région de sa population. Ici, je peux vous dire que, vu que j'ai une partie de ma famille qui vient de cette région de Bouisha et Rutshuru et compagnie, donc dans cette région-là, c'est qu'il y a des villages, des collines qui sont vides de personnes parce que soit ces gens ont été repoussés, fouillés, donc ils ont fui par l'avancée de M23 et AFC, donc RDF, mais il y a aussi, et la grande partie, c'est ce qui est triste, les gens ont été massacrés, ils ont raté des bombes, ils ont envoyé des escadrons de la mort pendant la nuit, et ils ont massacré des jeunes, des vieillards, des femmes, des hommes sur la colline, et ils ont tout vidé. Donc, vous voyez que c'est comme rendre le désert, je vais dire au niveau personne, une partie du Congo. Et ça, c'est quelque chose qui est inquiétant, mais qu'il faut, comme on le fait ici, continuer à le dire à ceux qui soutiennent, ou à ceux qui soutenaient ou soutiennent encore ces criminels de Kigali. Donc ça, c'est la deuxième chose que je peux dire là-dessus.
Alors, vous me parlez de solutions que je peux proposer. Moi, je l'avais dit à plusieurs reprises à mes amis ici, et pour ceux qui soutenaient encore le pouvoir de Kigali, c'est que il faut absolument consoler, que ce soit Rwandais, de bon sens, Congolais, et Burundais, et Tanzaniens, et Congolais de Brazzaville, et tous ces pays, et même les Ougandais qui veulent la paix. Il faut qu'on se mette ensemble pour dire non à cette violence et surtout tout faire pour que ces criminels quittent le pouvoir. Ça peut être des manifestations qu'on n'arrêtait pas d'organiser ici, nous, en collaboration avec des associations congolaises ou rwandaises, mais il faut absolument faire connaître la vérité, surtout le génocide qui est en train de se faire à l'est du Congo depuis bientôt 30 ans que la population est massacrée. Et il faut continuer cette pression, surtout diplomatique, que Tshisekedi et avec sa ministre des Affaires étrangères sont en train de faire. Parce que ici, je peux vous dire que les gens maintenant, comme en fait, on ne montrait pas le problème de l'Est du Congo. Kagame était perçu comme quelqu'un qui avait soi-disant arrêté le génocide, et quelqu'un qui était l'homme le plus provident de la région des Grands Lacs, qui avait développé la région. Or, c'était l'inverse. Moi, j'ai toujours dit que en Afrique, on a un Hitler africain, c'est Paul Kagame. Ici, les gens, ils commencent à comprendre. Vous avez vu les sanctions que l'Europe commence à mettre en place. Ce n'est pas encore, c'est tout au début. On peut aller plus loin, mais ces sanctions, j'espère vont s'accroître, parce que j'ai vu que l'Allemagne propose que l'Union se réunissent encore pour décider des mesures à prendre pour forcer ces criminels à quitter le Congo. Donc, à côté de ça, je pense que la deuxième chose qu'il faut faire, c'est soutenir l'armée congolaise. Il faut que le Congo ait une armée très forte pour se mettre dans la position la plus forte pour chasser ces criminels. Parce que l'armée congolaise peut être forte, avoir des armes qu'il faut, mais il faut aussi former le patriotisme, peut-être, créer une éducation civique, le cours d'éducation civique dans l'armée congolaise d'une autre façon, pour que les gens mettent le Congo à leur cœur. Je le dis parce que ce n'est pas n'importe qui devrait avoir le droit d'entrer dans l'armée congolaise. Je dis ça parce que l'armée congolaise n'a jamais cessé d'intégrer ces soi-disant Congolais de l'Est, alors que ces gens qui venaient des groupes rebelles, et on pensait que c'était des Congolais, or c'était des agents de Kagame. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu des problèmes, l'armée congolaise a eu des problèmes à l'Est, parce que ces gens ont eu le temps d'infiltrer l'armée, de faire des dégâts. Donc, je pense que le recrutement devrait se faire sur la base bien stricte et ne pas accepter n'importe qui. Et surtout ces gens qui veulent rejoindre l'armée congolaise, alors qu'ils ont combattu dans des groupes rebelles, il devrait y avoir un screening spécial pour savoir qui sont vraiment ces personnes. Je ne dis pas que ceux qui ont rejoint les rebelles et qui ont décidé de quitter pour rejoindre l'armée ne devraient pas être intégrés, mais il devrait y avoir plus de conditions sur ces gens pour rejoindre l'armée. Donc, équiper l'armée congolaise comme il faut et surtout se préparer à attaquer au cas où un pays tiers menacerait le territoire congolais, qui est le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, autre chose, peut-être la troisième chose que je peux dire sur ce point, c'est que il y a des personnes ou des associations ou des groupes d'ailleurs qui ont fui le pouvoir de Kigali parce que le pouvoir de Kigali est menacé. Ici, je veux dire les opposants au pouvoir de Kigali, au pouvoir de Museveni. Le Congo devrait entrer en contact avec ces gens et faire en sorte que ces gens aient un soutien, pas forcément financier, mais un soutien qui permettra à ces gens de
de mettre la pression sur le pouvoir de Kigali. Ces gens ne manquent pas, il y en a plein, et ils sont dans les pays limitrophes, ils sont en Europe, et ces gens, ils sont prêts à entrer en confrontation directe avec le pouvoir de Kigali, parce que eux aussi, ils veulent rentrer. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs Congo accepterait de négocier avec ces criminels M23 qui sont en réalité l'armée rwandaise, et l'armée rwandaise ne peut pas négocier avec les FDLR. C'est quoi? Ce sont deux poids, deux mesures en fait, moi qui me choquent, parce que les FDLR syriens, ce sont des Rwandais. Et on devrait mettre à leur disposition les moyens qu'il faut pour qu'ils rentrent chez eux, de gré ou de force, rentrer chez eux. Que Kagame le veuille ou pas, ces gens devraient rentrer. Ou bien alors, il accepte de négocier avec ces gens. S'il y a ceux qui ont commis des crimes, Dieu le sait, personne de FDL n'a commis plus de crimes que Kagame. Donc, il faut que Kagame soit forcé de négocier avec ces gens, ou bien alors que ces gens rentrent chez eux. Et si Congo leur donne les moyens pour rentrer chez eux, et qu'ils commencent la guerre contre Kagame, je vous jure, dans 2 jours, la guerre s'arrête au Congo, parce que la guerre va se commencer au Rwanda. Et ça, je pense, il faudrait peut-être rencontrer plus. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Gaston. On continue avec cette émission. Alors, ceux qui pensent que vous êtes, si on vous a bien compris, vous êtes contre le brassage. Quand il y a, si on doit aller au dialogue aujourd'hui, on doit attendre que le M23, l'armée rwandaise qui est au sein du M23, puisse adhérer au FARDC. Vous êtes contre cette initiative-là? Écoutez, je dirais que je suis contre le brassage tant que les hommes qu'on veut intégrer dans l'armée congolaise, on ne les connaît pas. Alors, j'ai été contre depuis longtemps parce que quand quelqu'un ose prendre les armes pour massacrer soi-disant ses frères, cette personne ne mérite pas d'être intégrée dans les services de sécurité, mais plutôt dans des services spéciaux qui s'occuperaient des gens qui auraient des problèmes mentaux. Parce que quand on prend par exemple ce qu'on disait la dernière fois, les gens qui ont rejoint le M23 et qui se disent congolais, et que ces gens auraient demandé d'être cantonnés pour qu'on étudie les dossiers. Et ces gens ne veulent pas être cantonnés, et on peut se poser des questions. Parce qu'un vrai Congolais n'aurait pas peur d'être cantonné et de dire, voilà, je viens de telle région, voilà ce que je demande au pouvoir central, voilà, d'étudier ma demande. Ces gens, au moment où on s'apprêtait à les mettre dans un endroit bien précis, ici je vous rappelle que c'était à Rumangabo qu'on avait décidé de les cantonner parce qu'il y avait tout ce dont ils avaient besoin pour créer des discussions, pour voir vraiment qui était congolais, parce que moi je connais beaucoup de personnes qui sont parties dans le M23 parce que c'est l'armée rwandaise en fait. Je connais beaucoup de gens qui ont des enfants qui sont dans l'armée rwandaise et qui combattent au Congo. Imaginons que demain on accepte que ces gens qui, soi-disant, du M23, qui disent qu'ils sont congolais, on les intègre dans l'armée rwandaise, congolaise. Ces gens, ils ont derrière eux ceux qui leur donnent des ordres. Ce sont ceux qui les ont intégrés dans l'armée rwandaise. Donc, ces gens vont rester en contact avec les anciennes autorités. Ils ne vont jamais accepter les nouvelles autorités. Parce que ce sont des Rwandais. Il y avait beaucoup, quand on a fait le brassage, c'est pas la première fois qu'on essaie d'intégrer ces Rwandais dans l'armée congolaise. D'ailleurs, rappelons ici que James Kabarebe, c'est un Ougandais. Il n'est même pas Rwandais, c'est un Ougandais. Okay. Il est dans l'armée rwandaise. Rappelez-vous qu'il a été le chef d'état-major de l'armée congolaise. Et à cette époque, son chef, son patron, aurait dû être Mzee Laurent Désiré Kabila. Or, cet individu recevait les ordres de Kigali. Et trouvez-vous ça normal qu'un militaire, soi-disant congolais, reçoive les ordres venant d'un autre pays et n'écoute
brassage. Donc, quand je dis que je veux bien qu'il y ait du brassage, mais qu'on étudie surtout qu'il y ait un cas spécial pour ces gens qui viendraient des groupes rebelles. Je reconnais qu'ici, on peut avoir 1 ou 3 enfants qui ont été détournés par les gens du M23 et puis ils ont rejoint par fanatisme ces criminels. Ça peut arriver. Mais prendre un officier, remettre dans un poste quelconque en République démocratique du Congo, alors que cet officier a massacré les Congolais, je trouve que ça doit être considéré comme un crime de plus. Ces gens ne devraient pas intégrer l'armée parce qu'est-ce qu'ils ont commis? Ils sont en train de commettre un génocide. Dites-moi comment on peut prendre un génocidaire qui est sous ordre de Kagame, l'intégrer dans l'armée congolaise qui n'a jamais commis des crimes contre sa population. C'est ça que c'est cette idée que je trouve anormale. Alors aujourd'hui, par rapport à la progression de M23, le M23 est arrivé à Goma, Bukavu. Aujourd'hui, il y a des combats vers Kamanyola. Ils cherchent à entrer à Uvira. Quelle serait la meilleure solution? Faut-il dialoguer ou pas? Que faut-il faire pour qu'il y ait d'abord la paix dans cette partie est de la République? Puisque c'est ça le grand problème aujourd'hui. Et le grand problème aujourd'hui, c'est la paix. Et le Goma doit retrouver sa quiétude, Bukavu doit retrouver sa quiétude, cette population-là doit retrouver sa paix, puisque il y a tant de massacres avec ce qui se passe là-bas comme carnage, ça dérange la population. Faut-il dialoguer ou pas? Ou alors, quelle serait la meilleure solution? Alors, monsieur le journaliste, dialoguer avec les terroristes n'a jamais porté la paix. Moi, je suis pour le dialogue. Mais il faut savoir avec qui on dialogue et surtout savoir si on dialogue avec quelqu'un qui est vraiment sincère. Ces gens n'ont jamais été sincères dans les discussions ou dans tous les dialogues qui ont eu lieu. Ils n'ont jamais été sincères. Alors, ici, je peux donner un exemple. Vous vous souvenez des rencontres en Afrique d'ici dans Sun City, les rencontres qui ont eu lieu à Nairobi, les rencontres qui ont eu lieu en Angola. Donc, ces gens-là, ils n'ont jamais été sincères dans leur façon de dialoguer. Ce qui les intéresse vraiment, c'est dominer. Or, si le Congo doit dialoguer avec le M23, c'est déjà une faiblesse. Donc, pour eux, c'est une faiblesse. Et je vous dis, je parle des choses que je connais. Le président Habyarimana n'a jamais cessé de chercher à dialoguer avec le FPR de Kagame. Et vous avez vu comment il a fini. Kagame l'a éliminé. Il a tué. Donc, ces gens, quand ils dialoguent, c'est pour préparer une prochaine étape. Donc, ils contrôlent Goma, ils contrôlent Rutshuru, Kiwanja, ils sont arrivés à Kavumu, à Bukavu. Maintenant, vous me dites qu'ils progressent à Kamanyola vers Uvira. Vous savez, ils peuvent même arriver jusqu'à Kumbashi. Mais ce n'est pas ça qui va faire qu'ils vont gagner cette guerre. Ils peuvent gagner la bataille, mais ils ne vont pas gagner la guerre. Si vous vous souvenez dans l'histoire, les nazis, ils ont attaqué la Russie jusqu'à Moscou. Et ça a duré presque 2 ans. Mais le retournement de la situation a fait que la guerre s'est terminée à Berlin. Donc, ne soyez pas étonnés qu'un jour, cette guerre se passe à Kigali, dans la capitale, et Kagame soit tué ou se suicide lui-même. Pourquoi j'aime bien le dire? Parce que c'est un exemple qui est parlant. Quand vous prenez la situation il y a 6 mois, ici, surtout en Europe, la façon dont Kagame était accueilli ici, partout quasiment en Europe, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, je peux vous dire que au niveau de la diplomatie, depuis 30 ans, on n'avait jamais pris de sanctions contre Kagame. Et vous savez aussi bien que moi que le Rwanda n'a rien, c'est un pays pauvre qui vit au crochet de ces bailleurs de fonds. Si le Kagame ne sait plus recevoir les aides internationales, il ne vaut rien. Donc, tout ce qu'il peut dire, il peut s'exciter comme il veut, mais il ne vaut rien.
parce qu'il sait il savait qu'il avait le soutien des Occidentaux. Ici, la seule personne qui soutient Kagame et dans les crimes qu'il fait, c'est le président Macron. Ce n'est même pas toute la France. C'est le président Macron qui est derrière lui et qui le soutient. Il y a à peu près 15 ans, le juge Bruguière, donc le juge français, et les Espagnols avaient lancé 40 mandats d'arrêt contre Kagame et ses hommes, les Kabarebe, Yamouassa et compagnie. Ils étaient dedans. Ça n'a pas été mis en pratique parce qu'il y avait la pression des Américains qui empêchait que ces gens soient arrêtés. Aujourd'hui, les choses ont changé. Ce sont les Américains qui ont lancé des sanctions contre Kabarebe. Et vous allez voir que cette fois-ci, ça va être mis en place. Vous avez vu que les Européens ont suivi. Hier, l'ambassadeur du Rwanda a été convoqué pour s'expliquer et le message a été clair. On lui a dit, vous dites à Kagame de retirer son armée du territoire congolais. Et vous avez vu que la Belgique a déjà arrêté toute collaboration au développement. Il n'y a plus d'ambassadeur rwandais en Belgique. Et réciproquement, il n'y a pas d'ambassadeur rwandais à Kigali. Et ça, ce sont des choses qui n'étaient jamais arrivées depuis longtemps. Et vous avez vu que le chargé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemand a bien précisé qu'il faut encore convoquer une réunion de crise au niveau de l'Union européenne pour condamner le Rwanda. Donc, le Congo n'a pas besoin vraiment de frapper directement sur Kigali, mais frapper là d'où vient qui fait que Kagame continue de faire commettre des massacres à l'est du Congo. Et ça, c'est en cours et ça va faire très mal. Et ce qui fait plaisir, moi, personnellement, c'est que Kagame réagit brutalement en montrant ses muscles, en montrant sa grande gueule, alors qu'il sait très bien que sans le soutien des Occidentaux, il ne vaut rien. Et je vois mal comment un pays ici en Occident donnerait encore une aide aux autorités de Kigali avec le mot génocide qui commence à être prononcé par le millier dans les chancelleries occidentales. Donc, diplomatiquement, Kagame est en train de perdre. Donc, quand il arrive à conquérir des villes comme ça, les unes après les autres, ce n'est pas, oui, les gens meurent, malheureusement, les gens meurent, mais c'est quelque chose qui va se retourner contre Kagame. Si le Congo maintenant dit, on est prêt à négocier avec le M23, moi je suis contre cette idée, parce que Kagame s'est dédouané Kagame de ses responsabilités. Ça veut dire qu'on reconnaîtrait indirectement que ce n'est pas Kagame qui est derrière ces massacres, c'est pas l'armée de Kagame, mais c'est le M23, donc ce sont des Congolais. Ça serait ne pas comprendre le problème et surtout ne pas parler à la personne qu'il faut. La personne qu'il faut, c'est Kagame. Kagame doit, s'il y a des discussions entre le Congo et le Rwanda, je suis pour, mais jamais des discussions entre les émissaires de Kagame, qui sont Nanga et le M23, donc l'armée de Kagame, et le gouvernement congolais. Vraiment, ça serait rabaisser le Congo, alors que le Congo diplomatiquement est en train de gagner, parce que les sanctions vont être mises en place. Une dernière chose pour terminer peut-être ce point. Si je reviens un tout petit peu sur les sanctions que les Américains, vous avez vu qu'ils mentionnent aussi les membres de famille de ces gens ce qu'ils ont dit va être mis en place sans problème. Et ça va toucher directement la poche de Kagame. Ça veut prendre des sanctions contre Kabarebe, c'est indirectement en fait punir Kagame. Mais sauf qu'il est encore président, on essaie de regarder un tout petit peu, mais il y a quelque chose qui a changé. Dans le langage, la façon de parler des Occidentaux, c'est que quand on lâche le régime, le pouvoir en Afrique, on parle plus de gouvernement de Kigali, mais on parle de régime de Kigali. Il faut comprendre cette nuance. Maintenant, on parle de régime. Ça veut dire, ce n'est plus quelque chose qui est respectable, mais c'est un régime, ce sont des criminels. C'est ça qui va suivre. Et puis, la suite, je l'espère, ça sera trop
prononcé embargo sur les armes, embargo sur voilà. Et d'ailleurs, ça fait quelques mois qu'on n'a pas vu Kagame en Europe, alors qu'il était ici quasiment chaque 2 mois en Europe. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel message d'espoir pouvez lancer aujourd'hui à tous les Congolais qui pensent que on risque de perdre notre pays ou on risquerait de perdre cette guerre? Écoutez, le message que je peux lancer à tous les Congolais, c'est quand ça arrive à un moment difficile, c'est parce que c'est presque fini. Et si je ne veux pas dire que c'est demain que les Congolais vont être débarrassés de ces criminels qui les attaquent, mais le message que je peux donner aux Congolais, c'est rester unis. À plusieurs reprises, depuis les indépendances, on a voulu diviser les Congolais. Les Congolais ont dit non à cette division. Et jusqu'aujourd'hui, le Congo reste un et indivisible. Et le deuxième message, c'est dire clairement aux pays limitrophes du Congo qu'ils doivent choisir, soit choisir Kagame, soit choisir alors le Congo. On sait que tout le monde sait très bien que le Congo est victime de ces criminels de Kigali. Et le président Denis Sassou Nguesso, c'est un mauvais voisin, ça il faut le dire, qu'il faut maintenant commencer à mettre sur le bas des accusés. Parce que les criminels de Kigali passent par le Congo, essaient de passer par le Congo-Brazzaville pour atteindre Kinshasa. Donc, il faut clairement dire aux Congolais de Brazzaville que ce sont les autorités, je ne dis pas les Congolais, mais les autorités de Congo-Brazzaville, ce sont des mauvais voisins. Autre chose que je peux dire aux Congolais, c'est que il faut, comme le président l'avait dit je pense, il y a 2 ans, que les Congolais fassent tout pour aider les Rwandais qui veulent se débarrasser de ces criminels de Kigali. Parce que c'est en se débarrassant de ces criminels que le Congo aura la paix. Et pas que Kigali d'ailleurs, et Kampala. Et clairement, il faudrait que les autorités congolaises redéfinissent les relations aussi avec l'Ouganda. Parce que l'Ouganda est aussi néfaste que Kigali dans ce qui se passe à l'est du Congo. Vous avez vu la dernière fois d'ailleurs que le fils de Museveni avait déclaré que les militaires congolais qui se trouvent donc à Bunia devaient déposer les armes, sinon qu'il allait entrer sur le territoire congolais et les désarmer. Ça, ce sont des mots qu'il faut prendre au sérieux et que d'ailleurs on aurait dû convoquer l'ambassadeur ougandais à Kinshasa pour qu'il s'explique. Donc, et puis, un autre message de remerciement, c'est un message que je peux envoyer aux autorités congolaises qui ont décidé de fermer l'espace aérien aux avions de Kigali. Parce que maintenant, pour qu'un avion quitte Kigali pour se rendre au Congo-Brazzaville, il doit faire un détour d'au moins le triple du trajet qu'il faisait. Et ce qui est intéressant, parce que ça commence à se sentir à Kigali. On ne le dit pas facilement, mais les gens avec qui on discute nous disent qu'à Kigali, ça devient compliqué de se rendre dans l'Afrique de l'Ouest parce qu'on ne peut plus traverser l'espace aérien du Congo. Et puis, autre chose, et pour terminer, monsieur le journaliste, c'est qu'il faut que le Congo donne encore plus d'espace aux Burundais, parce que les Burundais, ils sont là pour appuyer les Congolais dans cette lutte. Et si ces 2 pays unissent leurs forces, et je pense qu'on peut défaire facilement le pouvoir de Kigali. Donc, la paix reviendrait dans la région du Grand Lac. Voilà ce que je peux dire là-dessus, messieurs les journalistes. Merci beaucoup à vous, Monsieur Gaston. Nous rappelons que vous êtes notre correspondant depuis quelque part pour parler de la situation sécuritaire à l'Est de la République. Un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis, chers compatriotes. Comme on a toujours dit, la paix, l'unité passe avant tout. Nous sommes Congolais, nous allons nous battre par tous les moyens pour trouver solution à ces problèmes qui nous dérangent tous dans la partie est de la République démocratique du Congo. La paix de la RDC dépendra aussi de notre détermination. Chers Congolais, mettons de côté tout esprit de division, mettons de côté tout esprit de trahison, soyons soudés derrière les chefs d'État Félix Antoine Tshisekedi, soyons soudés derrière nos FARDC, derrière le Wazalendo, afin de bouter dehors cet ennemi qui nous agresse
déjà 30 ans. Merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09, c'est notre numéro. Allez, bonne suite des programmes sur votre chaîne. Audio Jungle.